est enregistrée, donc elle pourra être disponible en replay. Elle sera diffusée bien sûr sur notre plateforme construction21.fr. Donc pensez à renommer votre identifiant, coupez votre micro et votre caméra quand vous ne parlez pas, et puis n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Il y a un live tweet qui est en cours animé par ma collègue Alexia. Deux mots rapides pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel on organise ce webinaire. Donc, Construction 21 est un média social spécialisé sur les sujets du bâtiment et de la ville durable. Notre propos, c'est de diffuser de l'information sur la construction, sur la ville durable, et de montrer ce que font les pionniers du secteur pour inspirer tous les autres et contribuer à accélérer la transition écologique du secteur, du BTP et puis de la ville au sens plus large. Et donc, la petite équipe que je pilote à Paris a pour objectif d'animer cette plateforme et donc à la fois de développer notre communauté. Donc, aujourd'hui, plus d'une centaine de milliers de personnes nous lisent chaque année. Et puis, il y a 150 personnes qui constituent vraiment le noyau dur de notre communauté. Et donc, ces gens-là, des professionnels avancés qui publient des actus, des événements dans notre agenda, des vidéos, etc. Et puis, qui publient aussi des études de cas, bâtiments, quartiers ou infrastructures, qui sont le support de nos Green Solutions Awards. Donc, les Green Solutions Awards, c'est un concours qu'on organise depuis maintenant 2013 en France, mais également à l'international avec nos partenaires du Construction 21 des autres pays. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous organisons ce webinaire aujourd'hui. Le principe de construction des Green Solutions Awards, c'est de donner à voir des solutions, donc inventées par des pionniers, mises en œuvre par des pionniers, donc sur bâtiments, quartiers ou infrastructures. Tout autant que vous êtes éventuellement à proposer des projets que vous avez réalisés. Ça, on ne montre que des projets réels. Et puis, au-delà de la publication d'études de cas sur Construction 21 et des milliers de vues que ça peut générer, on organise tout un tas de communication au-delà, donc qui va d'animation sur les réseaux sociaux, de cérémonies, de plateaux TV ou radio, et puis ces webinaires ou ces conférences en physique quand on a le droit de se rencontrer en vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes réunis dans ce cadre-là avec pour objectif de présenter quelques partenaires et quelques projets qui sont candidats aux Green Solutions Awards. Mais maintenant, je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Olivier Ortega, qui est un de nos vice-présidents donc pour la section infrastructure. Olivier, c'est à toi. Merci Véronique. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce webinaire en visioconférence, on y est maintenant habitué. Quelques mots pour vous dire que nous avons décidé de consacrer un thème qu'on a intitulé « Penser l'énergie à l'échelle du quartier, des solutions pour la ville de demain ». On est parti de l'idée que la ville durable, la ville de demain, est une ville qui fait l'objet aujourd'hui de projets et d'expérimentations un peu partout sur le territoire, qui a une grande variété dans ces projets et notamment dans les types de solutions qui sont mises en œuvre. Pour autant, au-delà de cette grande multiplicité, il y a un caractère commun à tous ces projets, c'est l'énergie. Aujourd'hui, il n'existe pas de projet de quartier durable qui n'intègre pas directement ou indirectement, mais souvent directement, une dimension énergétique assez forte. Donc l'énergie, ça nous paraît être un socle commun de cette ville de demain pour plusieurs raisons. La ville de demain, elle cherche à être économe, donc notamment économe en énergie. Cette approche, elle se réalise notamment au travers d'une volonté de mutualiser. On cherche à partager des équipements et à sortir du schéma jusque-là classique où chaque bâtiment, s'il n'était pas raccordé à un réseau public, disposait de ses propres équipements de production et de distribution de l'énergie. L'idée là, c'est de mutualiser et donc de mettre en commun des équipements qui vont être partagés. Donc quand on dit que la ville durable, c'est une ville du partage, notamment une des façons de mettre en œuvre de manière opérationnelle ce partage. Alors ce partage, c'est de la mutualisation, c'est aussi de l'optimisation, car il ne faut pas exclure le volet économique de cette approche, qui permet d'avoir des équipements mieux dimensionnés, mieux utilisés, avec évidemment une optimisation qui s'assoit par exemple sur la complémentarité des profils de consommation énergétique des différents bâtiments qui sont raccordés. Voilà ce que nous allons voir ensemble pendant cette séquence qui se divise en deux grandes parties. Dans un premier temps,
Vous allez avoir 3 présentations par les 4 intervenants dont je vais dire un mot tout de suite. 3 présentations, comme l'a dit Véronique, qui donnent à voir des cas concrets, des cas réels. Les Green Solution Awards, ce sont des études de cas, et donc on va détailler ce qui est vraiment possible de faire et ce qui existe aujourd'hui. Ces interventions vont être conduites par les intervenants qui sont affichés en ce moment. 2 intervenants d'abord, Claude Covot et Jean Chapelier, qui vont nous parler en duo et qui sont tous les deux représentants de BNP Paribas Real Estate, qui vont nous parler de leur projet. Puis Mathieu André de la société Agroénergie et enfin Laurent Ledévédec de Lorient Agglomération. Donc si vous en êtes d'accord, nous allons commencer tout de suite cette séquence Penser l'énergie à l'échelle du quartier, des solutions pour demain. En premier lieu, BNP Paribas Real Estate, Claude Covot et Jean Chapelier vont nous présenter la stratégie énergétique du projet Terne-Villiers. Alors, Claude Covot est directeur général adjoint promotion immobilier d'entreprise et Jean Chapelier, directeur de projet adjoint de la direction technique conception promotion immobilier d'entreprise de BNP Paribas Real Estate. Ils vont nous présenter ce projet pendant une quinzaine de minutes. Vous pouvez poser des questions sur le chat, je les noterai et je les reprendrai à la fin, si vous le voulez, lorsqu'on ouvrira la séance globale de questions qui portera sur les 3 présentations. Claude et Jean, vous avez la parole. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais faire avant de parler du projet Terme, je voudrais faire une petite présentation de qui nous sommes et également de la façon dont nous abordons nos projets. Donc je dirige le département technique de la branche promotion immobilier d'entreprise de BNP Paribas Real Estate. Et c'est une de nos particularités d'avoir en interne un département technique fort qui assure la coordination des études et la maîtrise d'exécution de toutes nos opérations. Ce qui nous permet notamment de traiter la quasi-totalité de nos opérations en corps d'état séparés et ainsi d'avoir une meilleure maîtrise du produit que l'on réalise. BNP Paribas Real Estate est fortement engagé dans la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments. Nous sommes entre autres membres de l'association BVCA, de l'IFPEB et de la SB Alliance. Et pour nous, la mise en place d'un smart grid, on va dire plus exactement d'un microgrid à l'échelle des projets que l'on réalise, des pistes que l'on a identifiées pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Et sur chaque opération qui comporte plusieurs bâtiments et des usages mixtes, on lance au préalable une étude de stratégie énergétique par un BET spécialisé pour essayer de bien définir la stratégie énergétique de nos opérations. Voilà, c'est une petite précision que je souhaitais apporter. Et je vais laisser maintenant Jean Chapelier vous présenter le projet de Terne. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, Jean Chapelier, directeur de projet adjoint. Donc je travaille avec Claude Covot à la direction technique de conception. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter un dispositif technique très particulier qui est le microgrid thermique qu'on a conçu pour une opération qu'on a développée en tant que promoteur immobilier. Ça, c'est important de bien comprendre notre métier. Nous sommes des promoteurs sur une opération qu'on a gagnée au sein du concours Réinventer Paris. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour ce faire, je vous propose de présenter de faire cette présentation en 4 temps. D'abord, on va commencer par présenter le projet et puis le concours Réinventer Paris dans son contexte temporel et puis géographique. Puis, on fera un focus sur vraiment ce qui nous anime aujourd'hui, à savoir le microgrid thermique de l'opération. Ensuite, on parlera des conclusions et puis, dans un 4e temps, on verra un petit peu les pistes que nous devons encore développer. Alors, parlons du projet Terne. Donc, le projet Terne, c'est un projet qui s'inscrit dans le concours Réinventer Paris. Réinventer Paris, ça a été un gros concours international lancé par la ville de Paris en novembre 2014 auprès de promoteurs investisseurs
afin de réinventer 23 sites de la ville de Paris. BNP Paribas Real Estate a eu la joie de gagner donc, le site de la Porte des Ternes avec une équipe de maîtrise d'œuvre menée par Jacques Ferrier Architecture et Chartier Daix. En photo, vous voyez un peu la localisation du site. Donc, on est juste à côté de la Porte Maillot, on voit l'hôtel Hayat. Et on se trouve, en fait, on crée notre foncier puisqu'on réalise au-dessus du boulevard périphérique une dalle de 4200 m² sur lequel on vient venir poser 2 bâtiments, un bâtiment de 11 000 m² de bureaux et un bâtiment de 6 000 m² de logement avec 1000 m² de commerce en raie de rue. Une des volontés fortes de la ville de Paris, c'était de réinventer Paris et c'est passé par un certain nombre d'innovations et d'engagements que nous avons proposés pour gagner cette opération. Les bâtiments ont été conçus en structure bois. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérations qui sortent en conception bois. À l'époque, c'était très novateur. On est en 2014 quand on imagine ce projet, avec des façades végétalisées, de l'agriculture urbaine en toiture. On avait imaginé aussi pas mal d'applications pour des réservations d'espace, des salles de réunion ou de restauration. On avait également imaginé quelque chose qui était très novateur à l'époque, c'était d'avoir une concertation citoyenne et collaborative de quartier via des applications, des logements connectés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on le fait assez souvent, mais à l'époque, c'était très novateur. Une solution qu'on allait pousser, une solution de mobilité avec de l'autopartage. Et enfin, finalement, l'innovation qui nous anime aujourd'hui, celle d'un microgrid ou de mutualisation des énergies, comme le disait M. Ortega en introduction. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc avant de poursuivre, on va essayer de définir le microgrid. Dans la littérature, on a 2 types de microgrid. Un microgrid électrique qui est très réglementé puisque la définition vient de la Commission européenne. Bon, je ne vais pas vous la lire, mais vous devez la connaître, on l'a remise dans cette slide. Et puis, on a une définition un peu moins précise, un peu moins réglementée d'un microgrid thermique. Ce qui permet finalement aux concepteurs, aux promoteurs de réaliser plusieurs systèmes pour obtenir le résultat d'un microgrid thermique. Alors, on imagine bien qu'il y aura de la mutualisation, des échanges, des stockages, et tout cela en vue de différents objectifs. Juste aussi quelque chose pour aussi se rappeler que nous sommes promoteurs. Donc, nous allons agir au niveau des bâtiments et d'un îlot, d'un petit quartier. On ne va pas travailler sur ce qu'on appelle le smart grid, on va dire une smart city. On a un rayon d'action qui est quand même relativement petit. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est finalement quels sont les objectifs qu'on doit atteindre quand on parle de microgrid. Alors, ces objectifs, ça a été en partie des engagements qu'on a pris avec la ville de Paris. C'est évidemment, M. Ortega l'a dit, c'est optimiser. Alors, optimiser, ça veut dire consommer moins, donc à payer moins. C'est d'essayer d'utiliser le plus possible d'énergie renouvelable. Donc, nous, on avait un engagement avec la ville de Paris d'utiliser plus de 50% d'énergie renouvelable. Et je reviens à ce que disait Claude en introduction, c'est essayer d'avoir une empreinte carbone la plus faible possible. Alors, à l'époque, en 2014, c'était pas aussi important qu'aujourd'hui en 2020, mais déjà, on sentait que grâce au microgrid, on pouvait avoir une empreinte carbone plus faible. C'est d'essayer de privilégier la production locale, essayer d'avoir des synergies énergétiques intelligentes. Ensuite, une fois qu'on a réalisé, on essaie d'exploiter
correctement ce microgrid. Évidemment, prendre en considération le confort des futurs occupants, c'est quand même pour ça qu'on construit des bureaux. Ensuite, on a essayé d'avoir une certaine forme de solidarité énergétique en promouvant la consommation d'énergie gratuite. On le verra un peu plus loin par les dispositifs techniques qu'on a pris en place. Et puis ensuite, ça va être piloter cette efficacité énergétique et puis échanger et partager des données énergétiques. Donc ça, ce sont vraiment les objectifs, les engagements qu'on avait à l'époque et qu'on a essayé à quoi on a essayé de répondre. Alors, ensuite, nous passons à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on a vu la définition, on a vu les objectifs. Donc maintenant, quels sont les moyens qu'on a imaginés et qu'on a mis en œuvre? C'est tout d'abord, la conception de bâtiments, c'est quand même une histoire de personnes. Donc, on a essayé de s'entourer de partenaires qui sont compétents et qui ont différentes spécialités. C'est un peu aussi la difficulté qu'on a quand on traite de l'énergie, c'est qu'on va devoir travailler avec des personnes qui ont chacun leur angle, leur point de vue. Donc, on va évidemment avoir un AMO environnemental, des bureaux d'études fluides. Alors là, la particularité, c'est qu'on avait deux programmes différents, un bâtiment de bureau, un bâtiment de logement, avec chacun son bureau d'études fluides. Et on a travaillé également avec un AMO énergie, qui lui a vraiment l'habitude de traiter les différents aspects d'un microgrid. Ensuite, évidemment, comme dans un projet assez classique, on va lister les contraintes. Alors là, sur cette opération de la porte des Ternes, il y avait évidemment les engagements pris lors du concours. Et on avait aussi des contraintes liées à la géométrie et à la géographie du site, puisque, comme je vous le disais, on construit au-dessus du boulevard périphérique. Donc là, on voit la petite visio. On voit, finalement, c'est l'état existant, c'est-à-dire que vous avez une petite chapelle, qui est la chapelle Notre-Dame de Compassion. On a deux ponts qui sont existants, donc le pont de la Porte des Ternes en vert et le pont Aurèle de Paladine en bleu. Et en dessous, vous avez le boulevard périphérique. Et nous, l'idée, c'était de recouvrir le boulevard périphérique entre ces deux ponts, donc en créant une dalle de 4200 m². Et au-dessus de ça, de venir poser les deux bâtiments. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas d'infra. On a très peu d'espace et on a essayé de travailler sur des solutions qui allaient nécessiter très peu de locaux techniques. Le seul finalement foncier qu'on avait, c'était entre le boulevard périphérique et la chapelle, qui fait à peu près 300 m², et on pouvait creuser jusqu'à 7 mètres de profondeur et la bande, elle devait faire 7 ou 6 mètres de largeur. Donc très peu de terrain disponible. Ensuite, nous avons défini donc notre stratégie énergétique. On a déposé en 3 étapes, 3 steps. Du coup, d'abord, une estimation des besoins thermiques du projet via une STD. Ensuite, nous avons proposé un mix énergétique, donc différents scénarios possibles que nous avons dans un troisième temps analysé, que ce soit du point de vue technique, environnemental et financier. Alors, passons à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, on reprend rapidement le résultat de la STD. Donc, grâce, on va dire, à la mutualité, au fait qu'on ait un programme de bureau et un programme de résidentiel, on a vu qu'il y avait, c'était une intuition, mais on a eu la preuve qu'on a une concomitance de besoins en consommation, des besoins chauds et froids sur l'ensemble des usages. Donc ça nous a permis de se dire qu'il y avait peut-être une solution technique via des thermofrigopompes qui pouvait être intéressante. Ensuite, à la slide suivante, on arrive à la proposition des mix énergétiques. Donc, comme on devait comparer des scénarios, il a été intéressant déjà de trouver quel était le scénario de référence. Donc, le scénario de référence, on a fait quelque chose d'assez simple. On s'est dit, voilà, production de chaleur
pour les logements et les bureaux à partir d'une chaufferie gaz à condensation. La production d'ECS des logements, elle serait collective et de type semi-instantané raccordée à une chaudière gaz. Et la production de froid de bureau, collective également, est classiquement réalisée par des groupes froids RO. Ensuite, on a fait le choix, comme on ne connaissait pas encore les preneurs des commerces, de les isoler énergétiquement. Passons à la slide suivante où je vais vous présenter la proposition, le scénario qui a été retenu. Donc, c'est un scénario qu'on a appelé production mutualisée. Là, je vous présente celui-ci, mais on a réalisé énormément de scénarios avec des boucles thermiques autonomes, des boucles thermiques connectées au réseau d'eau non potable de la ville de Paris, et puis ce scénario et puis d'autres, mais on va se focaliser sur le scénario qu'on a retenu. Le scénario qu'on a retenu, donc c'est un scénario de mutualisation de production énergétique avec des thermofrigo-pompes qui vont assurer la production de chaud et de froid pour les bureaux et de chaud pour le logement. L'intérêt d'une thermofrigo-pompe, c'est comme une pompe à chaleur, mais qui va faire du chaud et du froid en même temps. L'idée, c'est que quand vous devez produire du chaud, produisez aussi du froid. Et toute l'idée, c'est de ne pas gaspiller, de perdre cette énergie finalement qui est produite gratuitement et vice-versa. Et pour le logement, le CS du logement, on s'y dirigeait vers un système de pack ERS qui finalement récupère les eaux grises des logements. Et on a gardé l'hypothèse que les commerces étaient indépendants énergétiquement. Ouais, donc là on voit bien la différence entre les deux scénarios. Passons à l'analyse technique et les quelques conclusions d'ordre environnemental. Donc, un des objectifs était de diminuer la consommation. Donc, on voit bien dans le scénario de référence, entre le scénario de référence et le scénario retenu, on a divisé par plus de 3 la consommation énergétique. Le taux DNR passe au-delà des 50%, il arrive à 68%. Les gaz à effet de serre, on les divise par 7. Et le quatrième point, c'était de dire que finalement, on a augmenté un petit peu nos locaux techniques, mais qu'on est resté dans des ratios qui sont corrects. Pour vous donner deux ordres de grandeur, sur les économies de CO2, un appartement, on va dire de 60 mètres carrés, il économisera l'équivalent en CO2 sur un an d'un voyage aller-retour en avion Paris-Lisbonne. Et le deuxième ordre de grandeur qui peut être assez intéressant, c'est quand on a essayé de travailler donc, sur la solidarité énergétique et de la quantifier. Et donc, grâce au thermofrigo-pompe, le fait de produire gratuitement de l'eau chaude, on stocke dans des ballons, ça nous a permis d'économiser pour le logement une douche par appartement par jour. Voilà. Enfin, on va passer à l'analyse financière. L'analyse financière des deux scénarios, donc là, on vous a mis 2 courbes. La courbe en rouge, c'est la courbe du scénario de référence. Donc, on a travaillé sur un temps assez long de 27 ans. Et la courbe verte, eh bien, c'est le scénario mutualisé qu'on a retenu. Donc, on voit bien que les 5 premières années, il y a un surcoût d'investissement pour notre système de microgrid, mais que finalement, assez rapidement, et malgré le fait qu'on ait un renouvellement de gros entretiens qui est plus lourd dans le scénario microgrid, on arrive au bout de 27 ans à avoir un demi-million d'euros de différence. Enfin, je vous présente de conclure notre travail. Le premier, évidemment, ce sont les objectifs environnementaux qu'on s'est fixés, qu'on a atteints, que ce soit sur le carbone et les gaz à effet de serre, sur les taux d'ENR, et puis évidemment sur la baisse des consommations. Deuxième point important, c'est que de mettre en œuvre finalement une méthodologie pertinente, et c'est ce que Claude disait en introduction, c'est que ce travail nous a permis vraiment de nous dire il faut travailler dès qu'on a des sujets de quartier ou de mixité,
lancer des études de stratégie énergétique afin de bien appréhender ce sujet-là. Le troisième sujet, c'est que chaque projet est unique et donc son mix énergétique va également dépendre de ce projet, du contexte, du choix de la programmation. Par exemple, si on veut absolument avoir des terrasses agricoles, ça va être compliqué d'y mettre des panneaux photovoltaïques. Il n'existe pas réellement de solution, on va dire, prête à l'emploi qu'on peut déployer en grande série. On sera toujours obligé de travailler prototype par prototype. Ce travail nous a donné, on va dire, la démonstration de la pertinence de la mixité des programmes résidentiels, bureaux, hôtels ou un peu de commerce. Enfin, on a un sujet vraiment de taille critique d'opération. Là, je vous ai parlé du projet Terne qui fait donc un peu moins de 20 000 m², tout confondu. Mais c'était, on travaillait également, on avait répondu également dans le concours Inventer Paris au site qui était juste à côté, qui était le boulevard Pershing, où là il y avait 60 000 m² à développer. Et on avait imaginé un microgrid qui faisait finalement ces deux opérations. Donc près de 80 000 m². Et en fait, plus vous agrandissez, on va dire, les mètres carrés, et plus vous rentabilisez vos investissements, et surtout vous avez une bonne mutualisation de votre production. Enfin, on n'a pas de réelle économie financière à court terme, même si en exploitation, on en a sur le long terme. Et voilà, la surinvestissement des travaux semble être compensé par l'exploitation. Enfin, on va parler de la dernière slide qui présente un petit peu les sujets encore à développer. Donc, on a tout l'aspect, j'appelle la stratégie de gouvernance du microgrid, qu'on n'a pas encore bien développé. Donc, il faut définir un cadre juridique et les liens entre les différents acteurs, que ce soit le promoteur, l'utilisateur, l'investisseur propriétaire via une AFUL, essayer de comprendre aussi les futurs métiers qui vont être l'opérateur énergétique qui on pense aura un rôle clé à jouer dans cette organisation. Dans cette organisation d'exploitation et également de facturation, puisque comme tout est lié, un gros travail sur la facturation est nécessaire quand on travaille sur des microgrids. Ensuite, depuis 2014, il y a eu beaucoup de travail de fait sur l'impact carbone et sa manière de le calculer. Donc, on pourra être à même de travailler sur ce calcul carbone en PCE et puis en exploitation. Et enfin, il faut pérenniser le microgrid. C'est bien de le concevoir, de le réaliser, mais derrière, il faut bien l'exploiter et ça passe par les cahiers d'exploitation et puis des actions fortes de communication pour impliquer et informer les utilisateurs. Voilà, donc j'en ai fini avec cette présentation du microgrid de Terne-Villiers, de sa conception. Merci beaucoup. Merci Jean pour cette belle présentation qui au passage nous a appris que grâce à la chapelle, on pouvait faire de la compassion énergétique, ce qui est une très bonne nouvelle et je note cette idée dans mes tablettes. Plus sérieusement, merci également à BNP Paribas Real Estate, qui est un très fidèle parrain des Green Solution Awards depuis 2016 au niveau international. Merci beaucoup. On va très facilement passer de ce projet au deuxième projet que Mathieu Andrieux de Agroénergie va nous présenter. Agroénergie est un fournisseur d'énergie renouvelable, essentiellement de la biomasse, à l'échelle du bâtiment, bien sûr, mais aussi à l'échelle du quartier. Le premier quartier en géothermie vient de commencer et Mathieu va nous présenter maintenant un réseau de chaleur autonome boulevard Suchet à Paris pendant une quinzaine de minutes. Mathieu, c'est à vous. Hop, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ouais, c'est bon. Super. Merci. Bonjour à tous, donc, je suis Mathieu Andrieux, je suis le directeur commercial d'Agroénergie et pour faire le lien avec ce qui vient de se dire avant, on a gagné un projet dans la continuité un peu de Réinventons Paris, c'était Imaginons la métropole du Grand Paris avec BNP Real Estate
qui sera à Noisy, du quartier de la même envergure, qui fera 30 000 m², qui sera chauffé aussi, qui sera chauffé avec un système de microgrid. Voilà, donc on reste sur ces thématiques-là, et la transition est faite. Donc, moi, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est une solution innovante de verdissement de réseau et qui tourne et qui a été mis en service il y a quelques temps. Très rapidement, Agronergie, qui on est? On est fournisseur de chaleur renouvelable. Notre métier, c'est de concevoir, financer les projets, les installer avec nos équipes et les exploiter avec nos équipes. On se rend compte que, comme l'a dit à juste titre dans la présentation juste avant, le montage aussi de ces opérations révèle de nouvelles complexités, notamment le surcoût d'investissement, la technicité autour de l'installation, et puis derrière aussi le métier d'exploitant qui est différent de celui d'un exploitant classique. Et c'est sur ce package-là que nous, on intervient aujourd'hui avec une trentaine d'installations qui fonctionnent sur différents usages, mais depuis des maisons de retraite où on arrive à des choses, en passant par des piscines. Mais le gros de nos projets actuellement, ce sont les quartiers type écoquartier, sur lesquels on intervient avec notamment la mutualisation des besoins de chaleur et la production d'ENR in situ. Nous, on a plusieurs enjeux quand on répond à ces projets-là. Et c'est les enjeux que souvent se posent les cédants fonciers ou les aménageurs, qui vont être comment sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Derrière, comment on va pouvoir utiliser la biomasse en milieu urbain. C'est des questions qu'on a, et notamment dans Paris. Et dernièrement, dernier point, comment maîtriser le coût global de la chaleur, parce qu'effectivement, une solution innovante, c'est bien, mais faut-il encore qu'elle puisse répondre derrière à un coût, ou en tout cas un prix d'usage qui soit compatible avec tout un chacun. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le verdissement des réseaux de chaleur. Des réseaux, il en existe beaucoup en France, mais ils n'ont pas tous un taux d'ENR qui est satisfaisant. Et donc, on a travaillé avec ce projet-là, on a travaillé avec la CPCU, la Compagnie parisienne de chauffage urbain, sur la possibilité de pouvoir fournir de l'énergie renouvelable sur un petit réseau, un réseau autonome. Donc, ce n'est pas le gros réseau de la CPCU, c'est un petit réseau autonome qui se situe dans le 16e arrondissement de Paris, pour pouvoir faire augmenter le taux de couverture ENR qui était 100% gaz, le passer à 60%. Il y avait une exigence réglementaire, mais aussi de la part des bâtiments qui ont été raccordés derrière, comme la résidence, du Paris Habitat, résidence sociale, qui avait des obligations de se raccorder à une production verte. Le respect de la réglementation, l'optimisation de la TVA, moins là, parce que c'est la CPCU, mais sur d'autres réseaux, on peut l'avoir aussi, en passant à une TVA à 5,5 de par la fourniture d'énergie verte. Et puis, l'extension, ça nous a permis aussi une extension capacitaire de ce petit bout de réseau pour pouvoir aller raccorder de nouveaux immeubles. Merci. Pour présenter ce projet, c'est un projet sur lequel donc, il y avait une chaufferie gaz existante à un bout du réseau, et nous, on est venu sur ce bout de réseau insérer une chaufferie biomasse d'un peu plus de 800 kg en lieu et place d'une ancienne chaufferie fuel dans un bâtiment haussmannien. Ça a été un projet qui était plutôt complexe en termes de mise en œuvre, parce qu'on n'a pas pu toucher au bâti. On est rentré avec 6 chaudières en cascade, parce qu'on ne pouvait pas casser la façade et toutes ces choses-là. Mais c'est des opérations qui sont totalement faisables. On travaille d'ailleurs avec l'Agence parisienne du climat sur les plans de transition de sortie du fioul, parce que toutes les chaufferies aujourd'hui au fioul, souvent, ont une grande chaufferie
et puis un espace de stockage fuel qui peut être transformé en silo. Donc nous avons sur ce projet-là, pour pouvoir raccorder au réseau, construit une nouvelle chaufferie biomasse en lieu et place d'une chaufferie fuel en milieu occupé. C'était donc un sujet complexe avec donc la dépose et installation fuel, la mise en place d'une nouvelle fumisterie en gardant les anciens conduits de cheminée, l'installation de 6 chaudières biomasse et puis la transformation de la cuve fuel en silo pour le granulé. Ça, c'est des travaux qui ont pris 4 mois et l'installation tourne depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Voilà. Le point intéressant de cette installation, et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est elle permet 3 modes de fonctionnement. Le premier, et d'ailleurs dans la mise en place des travaux, nous sommes raccordés au réseau en mettant en place une sous-station classique, si ce n'est que ce n'est pas de la vapeur, c'est un réseau de chaleur 80 degrés, qui nous a permis de connecter l'immeuble et puis de faire la dépose des installations. Et donc, il y a 3 modes de fonctionnement. Le premier, c'est de pouvoir aller complémenter la chaleur sur le réseau. Et ça, c'est partie des enjeux d'augmentation du mix énergétique ENR. De produire aussi de la chaleur pour tout le réseau, ou alors d'utiliser d'utiliser l'installation comme une simple sous-station. Alors, notamment lors de la mise en place quand on a fait les travaux, pour pas qu'il y ait de discontinuité de service pour les occupants de l'immeuble, mais aussi pour toutes les phases de maintenance, travaux qu'on peut avoir dans une chaufferie, ce qui me permet de se servir du réseau comme d'un secours. Je vous laisse avancer. Hop, merci. Juste une question, parce que j'ai un message disant qu'on ne voit plus le PowerPoint. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Moi, je le vois. Non, ça fonctionne, Véronique. Ça fonctionne. Ça va. Ok, bon, merci. Donc, le projet, le schéma de principe que je vous présentais avant, là, on a ce que je mets en avant, c'est sur cette partie-là, on peut aller complémenter le réseau de chaleur. Donc, on a 6 chaudières qui vont permettre de réchauffer les retours du réseau. Donc, sur les réseaux de chaleur, vous avez un tuyau avec du chaud, un tuyau avec du froid, et nous, on va récupérer le froid, alors qui est relativement froid, hein, qui revient plutôt à 55-60 degrés, et dont on va augmenter la température, ce qui permettra pour la deuxième chaudière en bout de réseau, la chaudière principale, ou la chaufferie principale, d'avoir à fournir moins d'énergie. Par le biais de ce mélange, donc on a une bouteille de mélange, par le biais de ce mélange d'énergie et l'apport d'énergie, on va pouvoir produire de l'énergie complémentaire et du coup abaisser la consommation de gaz pour chauffer le réseau. Ça, c'est le premier usage. Deuxième usage, je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on a la possibilité aussi, avec notre chaufferie, de pouvoir commander à distance l'autre chaudière, enfin, l'autre chaufferie gaz qui est située à l'autre bout du réseau, à 200 mètres à peu près, de la bypasser et de pouvoir utiliser toute la production de chaleur de notre chaufferie pour chauffer le réseau et amener de la chaleur pour, il y a à peu près 500 logements en eau chaude et en chauffage. C'est plutôt, on n'a pas toute la production nécessaire, ne permet pas d'alimenter tout en hiver, mais pour l'été, on peut assurer tout le CS pour le réseau de chaleur. Ceci dit, en passant, les chaufferies biomasse ont un très bon fonctionnement sur tout ce qui va être production de base. C'est pour ça qu'on va plutôt les utiliser à minima pour toute la production ECS, en partie pour la production de chaleur, et souvent on va venir avec un complément, notamment pour les grosses installations, avec un complément gaz, voilà, avec un complément gaz ou une autre source d'énergie. Et le dernier fonctionnement, c'est celui d'une fonction classique, comme vous les avez sur des réseaux de chaleur. Et donc, ce mode est activé en secours lors des maintenances, parce qu'on a un peu de travail sur tout ce qui va être chaufferie biomasse, contrôle réglementaire,
calcul mesure des émissions de fumée, toutes ces choses-là, le préventif, le curatif aussi, et du coup on n'a pas de discontinuité de service, et c'est l'autre point qui est important sur ce projet-là, et c'est souvent des questions qu'on a en se disant le bois, est-ce que ça va fonctionner, quid des livraisons, de l'entretien, de toutes ces choses-là. Sur ce projet, en l'occurrence, on n'a pas de discontinuité de service. On voyait quelques petites images de chaufferie. J'ai vu dans les invités là que j'en connaissais certains et certains l'ont peut-être déjà visité. Comme le disait le précédent intervenant, on n'a pas de projet, il n'y a pas de projet standard sur ces projets de production d'énergie et de réseaux de chaleur. Et encore moins ici, parce qu'il a fallu tout rentrer au chausse-pied, mais on a réussi à réutiliser tout l'espace en scindant les volumes. Donc là, on voit premier étage avec un étage de distribution et en dessous, on avait un étage de production de chaleur. Voilà. L'objectif aussi de pouvoir, pas l'objectif, mais en tout cas la contrainte, c'était de pouvoir respecter le plan de protection de l'atmosphère d'Île-de-France. Donc à Paris, c'est celui qui est le plus contraignant, c'est un des plans les plus contraignants en France, avec notamment tout ce qui va être suivi d'émissions de CO2, de NOx, qui sont à suivre. Et c'est pour ça qu'on a aussi, il y a au niveau de l'exploitant qui est importante pour le suivi de tout ce qui est de toutes ces consommations. Je veux bien la diapo après. Le bénéfice pour les usagers, c'est avec ça que je terminerai aujourd'hui. Donc, c'est un réseau qui consomme aujourd'hui 2,5 gigawattheures. Le passage sur l'empreinte carbone, le passage à la biomasse permet d'économiser plus de 500 tonnes de CO2 par an. Et pour la copropriété en direct qui a fait son remplacement fuel vers le raccordement avec la chaufferie, alors ils n'ont pas payé de travaux pour le remplacement de leur chaufferie, mais en plus, ils économisent à date 8 000 € de factures par an dès la première année. L'autre point qui est important, on le voit sur tous les projets neufs sortent aujourd'hui avec une obligation, et tant mieux, d'énergie renouvelable pour la plupart, mais c'est aussi la possibilité de valoriser du patrimoine existant, notamment de par les coûts qui peuvent être réduits, mais aussi par le fait que le patrimoine sera doté d'une production d'énergie renouvelable. Et derrière, tout ce qui va être aussi la maîtrise du coût de l'énergie. Aujourd'hui, notre objectif, nous, sur les projets sur lesquels on travaille, financement, réalisation, exploitation, c'est de pouvoir fournir de l'eau chaude et du chauffage à un coût de 10 € du mètre carré par an pour l'usager final. Voilà pour moi. Si vous voulez plus d'infos, je crois que la présentation sera dispo. Et vous avez un petit lien YouTube où il y a une vidéo qui reprend toute cette installation. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Mathieu. Effectivement, vous pouvez avoir plus de détails en allant consulter l'étude de cas, puisque ce projet a participé au Green Solution Award 2019. Le lien vers l'étude de cas a été mis dans le chat par Alexia Robin. Donc voilà, ça c'est très bien si vous voulez en savoir plus. Merci Mathieu d'avoir montré, et pour faire le pendant au premier projet, qu'on pouvait aussi travailler sur l'énergie dans le cadre d'une rénovation. L'énergie, évidemment, dans le neuf, on a des ambitions élevées, mais si on ne traite pas le parc immobilier existant, eh bien, on passera à côté de l'essentiel, puisque vous le savez, le parc immobilier français, il se renouvelle environ d'1% par an. Donc, il faut aussi, et bien sûr, travailler sur le neuf, et c'est un point clé. Alors, on a vu deux projets qui montrent le rapport de l'énergie dans un quartier neuf, dans un quartier en rénovation. On va voir un troisième projet maintenant, assez différent, qui va nous montrer comment une collectivité locale peut mettre en place un projet pour articuler l'idée d'un projet d'efficacité énergétique avec son plan climat-énergie territorial. C'est Laurent Ledévédec qui va nous le présenter. Il est le responsable de l'énergie pour l'agglomération de Lorient. Il travaille avec GRDF sur ce projet. Je voudrais dire également que GRDF est un parrain
des Green Solution Awards pour la 2e année consécutive. Et Laurent va nous parler d'un projet de production de gaz vert à partir de déchets urbains, ce qui est là aussi quelque chose de très novateur. Laurent, c'est à vous. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vous invite à quitter la capitale pour un voyage en Bretagne, en particulier sur le territoire de l'agglomération de Lorient. Quelques éléments de contexte, même s'ils viennent d'être aussi rappelés là, à l'instant. Donc, on est la troisième intercommunalité de Bretagne, après les métropoles de Brest et de Rennes. Donc, on agrège effectivement 25 communes et 210 000 habitants sur notre territoire. On a un engagement fort de nos élus sur le volet transition énergétique et d'une manière générale aussi la transition écologique, qui regroupe d'autres projets plus transversaux. On bénéficie et on est assez proactif effectivement sur un certain nombre de labels. On est labellisé puisque les 2 sujets qu'on va évoquer aujourd'hui sont transversaux à la politique de valorisation des déchets et la politique énergétique. Pour ces deux thématiques-là, donc sur les déchets, on est territoire zéro déchet et économe en ressources. On a par exemple poussé le tri et la valorisation de la collecte des déchets ménagers jusqu'à un niveau très élevé. Et puis, on a aussi une recyclerie, par exemple, qui permet de revendre des choses qu'on récupère en déchetterie et qui peuvent être réutilisées. Parallèlement, effectivement, on est aussi labellisé Citergie. Donc, ça fait la 3e fois qu'on obtient ce label européen, qui est très exigeant, effectivement, et qui permet d'adresser l'ensemble des politiques publiques sous le prisme de l'énergie. Donc, on obtient des résultats satisfaisants et le label sera renouvelé, me semble-t-il, l'année prochaine également. Si après on rentre un peu plus effectivement dans le sujet, on a ça a été rappelé, un plan climat, comme toutes les collectivités de notre taille, qui effectivement nous oblige sur un certain nombre de thématiques, l'efficacité énergétique, évidemment, utiliser moins, utiliser mieux, et puis aussi le développement des énergies renouvelables. Donc il y a une illustration effectivement à droite de notre mix qu'on tente d'atteindre d'ici 2030. Alors, pour faire écho à la présentation précédente, vous remarquerez qu'on aura aussi pas mal de bois nous concernant. Alors, ça regroupe aussi le bois utilisé chez les particuliers. Ce camembert représente l'objectif du territoire, pas seulement l'objectif de la collectivité. Nous, en termes d'exemplarité, effectivement, on est tenu éventuellement de faire mieux que ça. Donc, une part aussi assez significative, finalement, pour le sujet que je vais évoquer après, lié effectivement à la valorisation du biogaz, donc soit par méthanisation ou soit par épuration, comme on le verra tout à l'heure, à hauteur quand même d'une production assez significative et qui met en jeu aussi notre exemplarité, c'est-à-dire que on va faciliter ce type de projet sur le territoire éventuellement par d'autres opérateurs, mais on se doit aussi nous de montrer l'exemple, ce qu'on a fait en particulier avec le sujet de valorisation du gaz du centre de stockage que je vais évoquer juste après. Et dernier point, effectivement, en lien avec l'efficacité énergétique, puisque les énergies renouvelables sont un des aspects de la question, mais on se doit aussi d'être prudent et très effectivement essayer d'être en tout cas réduire nos consommations. Et donc, on a aussi certifié le périmètre traitement valorisation des déchets, donc du traitement et de sa valorisation jusque finalement à notre épurateur de biogaz ISO 50001. Donc voilà pour un petit peu les éléments de contexte généraux. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc par rapport aux déchets qui génèrent le gaz dont on va parler et la valorisation qu'on va évoquer ensuite, effectivement, donc on est une collectivité locale et donc on est compétent. On a la compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers. Il s'agit bien des déchets ménagers, donc des déchets des foyers, en fait, les poubelles qu'on sort régulièrement toutes les semaines dehors. Donc, c'est l'agglomération qui les collecte, qui les traite sur son territoire entièrement. Donc ça, c'est aussi un élément important, puisqu'on n'exporte pas de déchets, hormis la valorisation matière qu'on réalise sur notre centre de tri, l'aluminium, le verre, le papier, etc. Tout ça est vendu pour les filières de recyclage. Par contre, concernant
le résiduel, nous, ce qu'on appelle la poubelle bleue, hein, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas mettre en tri finalement. Donc, on a un centre de stockage qui est situé sur notre territoire. Hein, donc, on voit la photo aérienne à droite de l'écran. C'était une ancienne carrière en fait d'extraction de granit, qui a permis depuis les années 90 d'enfouir des déchets ménagers, de stocker des déchets ménagers dans des alvéoles. Donc il faut bien voir qu'une alvéole, c'est un casier en fait étanche. Hein, il y a une étanchéité en fond, c'est recouvert à l'avancement, et puis quand l'alvéole est pleine, c'est refermé avec un complexe d'étanchéité pour que tout soit bien hermétique. Donc les jus sont collectés, hein, ce qu'on appelle les lixivia, et le gaz, puisque ces alvéoles, alors je sais que mes collègues qui exploitent le site, hein, puisque c'est un site qui est exploité en régie communautaire, donc par Lorient Agglomération, n'aime pas trop ce parallèle, mais en fait il est assez pédagogique. En fait, les alvéoles agissent comme un estomac. Alors, puissance 1000, hein, quand même, hein, c'est un gros estomac. Le repas est assez copieux. Et donc, du coup, produit une fermentation et effectivement, un gaz est issu de cette fermentation et est drainé, en fait, en partie haute de l'alvéole, hein, les jus en partie basse, et donc les jus sont également traités, et les gaz en partie haute. Et donc, on collecte, alors c'est les photos qu'on voit à gauche de la photo aérienne, là, donc il y a tout un réseau de captage de biogaz brut, en fait, hein, issu des alvéoles, qui, effectivement, jusqu'à présent, enfin jusqu'à 2016-2017, était brûlé dans une torchère. Alors, on voit la torchère dans la photo du milieu. C'est le gros tuyau en inox, là, au-dessus des arbres, en dessous des arbres. Donc, on brûlait ce gaz puisqu'on n'avait pas trouvé, jusqu'à cette période-là, finalement, les modalités de valorisation de ce gaz. Donc, c'est vrai que ça nous peinait tous un peu, quand même, de ne pas pouvoir le valoriser d'une manière ou d'une autre, dans la mesure où les gaz de centres d'enfouissement de déchets ménagers ont des spécifications quand même assez particulières, du fait qu'ils sont issus de fermentation de déchets divers et variés, hein, puisque nous, sur notre site, on a enfoui dans les années 90 de l'ordure ménagère brute, hein, c'est-à-dire là, il n'y avait pas vraiment de tri à l'époque, donc tout y passait. Et puis au fil des politiques de valorisation de déchets sur le territoire, on s'est mis à enfouir une quantité beaucoup plus limitée de déchets et beaucoup moins de déchets surtout. Donc aujourd'hui, on n'enfouit plus que des déchets stabilisés, ménagers, donc qui sont passés dans une usine de traitement avant et qui ne correspondent qu'à la poubelle bleue, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être valorisé. Mais depuis 90, finalement, on a aussi une typologie de déchets qui a évolué dans le temps, quoi. Et le gaz étant de fait et par définition un peu particulier, il ne passait pas non plus jusqu'à présent dans des moteurs, hein. On aurait pu imaginer faire de la cogénération en produisant de l'électricité, de la chaleur. Ça a eu été envisagé à une époque, mais les moteurs, le gaz étant relativement pauvre, le gaz brut, hein, qui sort des tuyaux noirs qu'on voit sur les photos, on n'avait pas de techno, hein. Donc, et puis en 2016-2017, on a commencé à entendre parler que les moteurs commençaient à être un peu plus tolérants avec le gaz de centre de stockage. On a lancé une étude de faisabilité technique et économique, hein, pour valoriser ce biogaz. Alors l'idée de départ étant plutôt la cogénération. Au fil de l'étude, effectivement, un procédé est apparu d'épuration, dont on va évoquer après effectivement les caractéristiques. Et cette étude a permis de quantifier aussi les quantités de biogaz qui étaient disponibles et valorisables. En particulier pour notre modèle d'affaires, c'était indispensable d'essayer de les projeter dans le temps, ainsi que de caractériser leurs spécifications quand même physico-chimiques, et d'avoir aussi l'évolution du gisement sur, on va dire, 15-20 ans, quoi. Donc, cette étude-là a permis d'adresser tous ces sujets-là et a permis surtout, effectivement, d'identifier une solution émergente, originale de valorisation de ce biogaz. Donc, si on peut passer... Alors, dernier point, oui, effectivement, on n'est pas dans une situation, parce qu'on pourrait avoir la question, elle est légitime, on l'a déjà eue, on n'est pas dans une situation schizophrène où il faudrait qu'on enfouisse de plus en plus de déchets pour produire de plus en plus de gaz. Toute la stratégie qu'on a bâtie par rapport à cette épuration tient compte de la loi de transition énergétique en particulier, et aussi de la politique de valorisation des déchets de l'agglomération de Lorient, en particulier en termes de diminution, bien évidemment, des stockages enfouis. Donc nos scénarios intègrent
notre scénario de gisement et notre courbe de production sur 15 ans intègre bien évidemment le fait qu'on va enfouir de moins en moins de déchets et voire, j'espère, dans 15 ans, plus du tout. Donc, pour revenir au procédé qui est apparu dans nos radars en fin d'études en 2017, on a eu une rencontre. Le bureau d'études qui faisait l'étude nous a dit mais j'ai rencontré une entreprise de Grenoble qui propose un procédé d'épuration et qui est en capacité de prendre le gaz issu des centres de stockage de déchets, dont je rappelle qu'ils sont très spécifiques, puisque contiennent quand même pas mal de substances au niveau de l'arrivée et de la sortie des alvéoles. Et donc, on nous a dit ils sont capables de l'épurer, de les mettre aux spécifications GRDF, c'est-à-dire d'en faire du méthane pur, à 99,9% finalement, et ainsi l'injecter dans le réseau de distribution publique pour aller alimenter, on évoquait la vie du quartier tout à l'heure à Paris, effectivement pour aller alimenter, nous, ici, la boucle de distribution locale de notre réseau public de distribution, c'est-à-dire la commune à côté du centre d'enfouissement. Donc, pour ce qui concerne Techno, Waga, donc entreprise grenobloise, qui a développé un procédé. Alors, je reviendrai sur l'originalité du procédé sur cette diapo-là. Mais en gros, on a une étape auquel notre gaz arrive. Alors, c'est la photo du bas de gauche, qui est à gauche en bas, là. Finalement, notre drain de gaz arrive à l'entrée du process d'épuration. Donc, à l'entrée, il y a pas mal d'impuretés dans le gaz. Il y a de l'humidité, il y a des mers captants, de l'H2S, il y a des gaz de l'air, parce que les alvéoles sont remplies à l'avancement, donc elles sont à l'interface de l'air pendant la phase d'exploitation et puis après refermées en post-exploitation. Donc il y a des gaz de l'air aussi, et c'est une des grosses particularités des ISDND, c'est-à-dire on a beaucoup de méthanisation anaérobie où il n'y a pas de gaz de l'air et où l'épuration est du coup beaucoup plus simple. Puisque vous savez que l'oxygène et le CH4 avec une étincelle peut faire des dégâts assez significatifs. Donc toute l'originalité du procédé Waga en fait repose sur cette capacité à extraire finalement, épurer tous ces éléments là qui sont contenus dans le gaz à l'entrée de la machine. Donc on sèche le gaz, donc c'est une opération unitaire là qui n'apparaît pas sur le schéma, mais avant l'étape membranaire dans le conteneur maritime qu'on voit un peu sur le schéma à gauche, il y a une étape de séchage, de désulfuration où on enlève les mers captants avec des charbons actifs. Et ensuite, on rentre dans le conteneur. Donc là, c'est un process sur étagère. Il n'y a pas de brevet là-dedans, c'est de la membrane. On filtre, le CO2 et les impuretés sont évacués à ce niveau-là. Et on sort, et c'est là que le procédé Wagabox, c'est là qu'il y a le développement de Waga en particulier. Donc on rentre dans une colonne à distillation à froid, en fait. Donc si on peut prendre une image, c'est un alambic, mais à froid, C'est-à-dire que l'alambic, on chauffe pour faire de l'alcool à un degré très fort. Finalement, là, on refroidit très fort pour séparer les gaz de l'air, en fait, du méthane, donc principalement oxygène et azote. Donc c'est là que repose toute la technologie et tous les brevets et tout le développement de Waga dans cette capacité et cette maîtrise à séparer avec du méthane de l'oxygène et de l'azote en particulier. Et on sort de tout ça et on est aux spécifications de GRDF. Et on injecte, donc il y a un poste d'injection là qui n'apparaît pas en interface avec la machine et qui permet d'injecter sur le réseau de distribution public, en fait, de gaz. Et ainsi, elle est alimentée, on le verra après, je vous donnerai des équivalents, mais elle est alimentée la ville située à proximité. Donc, c'est en service depuis fin novembre 2019. On entre à peu près en entrée, on a 200 normomètres cubes par heure de biogaz brut, et en sortie, 80 à 85 normomètres cubes de biométhane pur, 99,9%. Aux spécifications du réseau, donc ce qui fait à peu près 8 millions de kilowattheures, 8 gigawattheures injectés par an. On est plutôt en phase ascensionnelle. Là, actuellement, on a une petite difficulté avec ce mode de valorisation. Alors, il y a un tarif d'achat, donc sous obligation d'achat, comme le photovoltaïque, qui existe. Par contre, on peut monter notre injection, mais on ne peut pas la descendre. Alors, c'est plutôt un schéma qui est adapté aux méthanisations agricoles ou territoriales.
puisque par définition, sur les centres d'enfouissement, le débit peut être assez variable. Donc, c'est pour ça qu'on est assez conservateur sur les premiers débits d'injection. Et progressivement, on va monter. Mais comme le tarif est inversement proportionnel au débit, il faut qu'on soit vigilant à un moment à ne pas trop monter non plus, quoi. Donc, finalement, on se bride un peu artificiellement. C'est un peu dommage. Mais c'est ainsi que sont bâtis les tarifs d'obligation d'achat. Et ça, on n'a pas de prise dessus nous concernant. Et en gros, donc les rendements sont bons, hein. 90% du biogaz brut valorisé l'est dans le réseau local, hein. Donc on est à peu près à 4 km. On a avec GRDF construit un raccordement de 4 km pour aller rejoindre le réseau de distribution communal à proximité. Donc si on peut, merci. Donc une autre spécificité du projet nous concernant, Lorient Agglomération, on a souhaité être propriétaire de la Wagabox, puisque ainsi, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, le conteneur maritime, hein, que vous voyez à droite. C'est vraiment un peu comme une box. Alors, c'est plus gros qu'une box Internet qu'on a sur le rebord du buffet, mais c'est quand même, ça ne prend pas énormément de place sur un site d'enfouissement en particulier. Donc, on a la numéro 007, hein, donc vous voyez qu'on n'était pas en retard. Waga en avait installé 6 auparavant, avant la nôtre. Et nous, on a acheté notre Wagabox avec une option de revente de la Wagabox quand on n'aura plus de gaz à Waga, puisque Waga a beaucoup de brevets à l'intérieur, donc c'était convenu qu'on puisse éventuellement leur revendre la machine une fois qu'on eut fini, nous, l'exploitation de notre centre d'enfouissement. Donc, un investissement de 3 millions d'euros, alors qu'a été cofinancé donc, bien évidemment par Lorient Agglomération, hein, qui est le maître d'ouvrage, l'ADEME, qui a contribué aussi, et la région Bretagne, en particulier dans le cadre du plan biogaz breton. Donc, l'exploitation, donc on est propriétaire de la machine. L'exploitation, la maintenance, le gros entretien, les réparations sont par contre relèvent complètement de Waga, hein, c'est-à-dire que Waga n'aurait pas accepté de nous la vendre si il n'était pas l'exploitant de leur machine, et c'est heureux, hein, parce qu'on aurait été bien en difficulté pour l'exploiter seul. Donc Waga est l'exploitation et assure tout ce qui est maintenance, gros entretien, réparation de la machine. Tout ça est contractualisé avec eux dans le cadre du marché qu'on a passé. Donc sur le marché, alors c'est une spécificité aussi. Alors c'est vrai que nous on les manipule pas tous les jours, ces marchés-là. Je sais que d'autres collectivités, d'autres établissements publics le font peut-être plus régulièrement, mais on a passé un marché qu'on appelle la Global Performance aujourd'hui, qui s'appelait avant conception, réalisation, exploitation, maintenance. Donc, qui permet vraiment une discussion avec le concepteur pendant la phase de consultation d'une part, et ensuite surtout de se fixer aussi dans le cadre de ce marché finalement des performances à atteindre. Donc avec effectivement un accord entre les parties équilibrées avec des responsabilités qui nous incombent nous en entrée de machine et puis des responsabilités qui incombent à Waga en sortie de machine et en valorisation de gaz, quoi. Donc la durée du marché, elle est calée sur la durée de l'obligation d'achat de notre gaz, hein, c'est-à-dire que c'est 15 ans aujourd'hui pour ce type d'installation. Donc on a passé un marché de 12 ans, plus 1, plus 1, plus 1, pour nous permettre éventuellement de sortir au bout de 12 ans si on n'avait plus suffisamment de gaz. Puisque les courbes de projection de gisement, dans la mesure où on enfouit moins de déchets, vont avoir tendance, elle est en cloche, quoi. C'est-à-dire qu'on va arriver en haut de la cloche dans 2-3 ans et puis après on va entamer une décroissance. Donc pour anticiper cette décroissance, éventuellement on pourra sortir nous au bout de 2 ans et puis Waga repartir et on pourra nous revendre la machine à Waga. Effectivement, on décidera ensuite s'il reste du gaz, hein, parce qu'au-delà de 10 ans, c'est difficile d'aller faire des projections de cinétique de méthanisation dans des alvéoles. Donc, s'il en reste, on pourra continuer. On verra la manière dont on le valorise, puisque l'obligation d'achat n'existera peut-être plus à ce moment-là. Et comme je l'évoquais, possibilité aussi de tout démonter puis de revendre ça à l'opérateur Waga. Donc, le réseau de biogaz brut à l'intérieur du site, c'est nous qui l'exploitons. Et donc, donc c'est les équipes de Lorient Agglomération qui gèrent le centre de stockage de déchets de Carmat, là où on est aujourd'hui. Donc, nous, en fait, ce qu'on doit à Waga, c'est un gaz à l'entrée avec des spécifications qui permettent de le valoriser. Donc, il y a tout un tas de caractéristiques physico-chimiques avec des ranges dans lesquelles nous, on est obligé de se tenir, en particulier sur l'oxygène.
Ensuite, Waga, nous, si on lui livre du gaz, il nous doit effectivement une rémunération, quoi qu'il arrive finalement dans sa machine. Donc, on multiplie ces quantités de gaz que nous, on livre à l'entrée, donc quantité de gaz aux spécifications, permettent de le valoriser par un certain nombre de coefficients de disponibilité de la machine qui ont été contractualisés dans le marché, de rendement, bien évidemment, de temps de maintenance, de disponibilité du poste d'injection, évidemment. Donc, ça arrive à une formule qui permet de valoriser avec un coefficient inférieur à 1. Et si les performances sont supérieures, on se partage les bénéfices avec Waga. C'est un accord gagnant-gagnant entre nous. Et cette unité-là exploitée, nous, on l'a sortie du budget de la collectivité. Donc, c'est une autre spécificité. On l'exploite dans une régie autonome énergétique dans laquelle, en fait, on vend de l'énergie, dont du biogaz en particulier. Laurent, l'heure tourne. Je vais accélérer, on est presque à la fin. Merci. Ouais. Oui. Je vais mettre les gaz, si je peux me permettre. Très bien. Donc, effectivement, pour terminer et pour donner alors au-delà des millions de kilowattheures qui ne sont pas toujours sensibles à percevoir, donc on couvre à peu près 70% de la commune qui est représentée par le point rouge en bas là, de la photo, donc 4 km à peu près, un peu moins de raccordement. On est opérateur de transport public, donc si on fait l'équivalent, nous, on arriverait à couvrir 80% de notre flotte de bus grâce à cette production de biogaz. Donc, c'est des quantités quand même assez significatives. On a d'ailleurs une station de distribution de gaz naturel véhicule en construction sur le territoire. Donc, voilà, c'est le symbole un peu de la boucle. Les circuits courts de l'énergie, on produit, on consomme sur place, comme les précédents sujets finalement. Donc, c'est assez vertueux. Et donc, on peut passer à la dernière diapo. Donc, un peu un patchwork de photos. Donc, du CO2 d'éviter, 1500 tonnes par an, un parcours pédagogique en termes d'exemplarité. Puis donc, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de visites, y compris alors de scolaires, mais aussi d'entreprises qui viennent voir le procédé Waga sur le site. Donc, on a un parcours pédagogique avec des panneaux pédagogiques. On a une autre spécificité aussi, des panneaux photovoltaïques sur site qui alimentent électriquement en partie, mais directement la Waga Box. On les voit en arrière-plan et puis en bas à gauche. Et puis, pour l'anecdote, mais quand même, ils nous rendent bien service, des moutons alors, qui viennent de l'Ouest, puisque c'est des moutons d'Ouessant, qui entretiennent effectivement les alvéoles qui sont en post-exploitation, sur lesquels on voit, c'est là où on a posé aussi nos panneaux, où il y a de l'herbe. Et donc, au lieu de tondre avec une tondeuse thermique, on tond avec des moutons d'Ouessant. Les moutons tondent toute la journée les alvéoles. Et j'en ai fini. Voilà. Et la dernière photo, c'est la vue aérienne de l'installation de notre Waga Box. Voilà. Merci beaucoup. Merci Laurent de nous avoir donné l'exemple que le déchet pouvait être une ressource. Alors, on va ouvrir la séance de questions. On a en gros 45 minutes devant nous. Je vous propose une méthode en deux temps pour organiser cette séance. On va peut-être prendre les interventions dans l'ordre dans lequel on les a entendues pour que ça soit plus simple et plus compréhensible. Je vous invite, si vous voulez poser des questions pour éviter que nos voix se superposent, à utiliser la petite icône qui est dans votre barre d'outils. Il y a une main levée. Vous cliquez dessus, ça me signalera que vous souhaiterez prendre la parole et je vous la donnerai bien volontiers. D'ici là, pendant que je vous laisse réfléchir à ça, moi je voudrais revenir sur la première séquence, donc Claude et Jean, pour vous poser quelques questions, et puis j'ai relevé également quelques questions qui étaient dans le chat. Alors, vous avez parlé à un moment donné, j'ai entendu l'expression énergie gratuite. J'aimerais bien en savoir un peu plus, et puis pour vous poser la question de manière un peu vive, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir de l'énergie gratuite, dès lors qu'on dit souvent que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur? Est-ce que ça ne pousse pas à gaspiller l'énergie gratuite? Claude, est-ce que tu souhaites répondre ou... Vas-y. Il y a plusieurs questions là-dedans. Ouais. Non, alors, énergie gratuite. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans notre dispositif, les thermofrigopompes, de fait, elles génèrent une énergie qui n'est pas demandée. Donc, l'idée, c'est
c'est un constat. Elle est produite, mais elle n'est pas demandée. On la stocke et on la met à disposition quand elle est demandée. Donc, c'est un anti-gâchis. C'est pas une production pour une production. Et ensuite, elle est gratuite, mais elle est valorisée et on dit à combien elle est valorisée. Et ça, c'est important en effet, parce que la gratuité pourrait avoir un effet très pernicieux qui est consommer. C'est pas du tout l'idée. Et c'est en partie pour ça qu'on estime qu'il y a un gros travail d'information et d'engagement des utilisateurs après coup pour vraiment leur expliquer la pertinence du modèle. Parfait, merci de ces précisions. Après, c'est vrai qu'on n'est pas allé au bout de l'exercice pour l'instant sur comment on va valoriser cette énergie gratuite. Est-ce que ça va être totalement gratuit et fourni? Est-ce que le bureau produit va être fourni totalement gratuitement au logement, ou s'il va y avoir une équation à trouver? Notre projet, pour l'instant, il a subi un recours, il est un petit peu bloqué, et on n'est pas allé au bout de l'exercice juridique et le sujet facturation. Très bien. Merci de ces précisions. Alors, dans le chat, il y avait une première question de Rémi Desnous. Je ne sais pas si vous voulez la poser oralement, c'est peut-être aussi bien, ou si vous voulez qu'on la relaye. Oui, bonjour. Je suis Rémi Desnous, je suis responsable d'activité chez Pouget Consultant, on a un bureau d'études thermiques et fluides. Oui, ma question c'était sur votre slide, vous indiquiez les problématiques d'emblée dans le concours, il y avait des problématiques d'espace pour les locaux techniques. Quel est votre argumentaire vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est une histoire de problématiques de foncier ou autre? Oui, la physionomie en fait du terrain qui n'est pas un terrain, en fait, on a récupéré finalement des volumes d'air et si vous voulez, faut bien imaginer, on va dire le sandwich qu'il y a. On a en dessous, on a un boulevard périphérique avec une hauteur qui doit être de 4,75 de libre. Ensuite, vous allez avoir la dalle qui est finalement une dalle avec des méga poutres. Et il faut que vos rez-de-chaussée de bâtiments soient au même niveau que les trottoirs existants. Donc, du coup, vous réduisez vraiment la hauteur d'infrastructure et il faut bien construire des mètres carrés. Et ces mètres carrés, évidemment, on préfère les utiliser à autre chose qu'à des locaux techniques. Donc, c'est un exercice de style pas à résoudre, même si c'est un produit neuf. Et ce produit neuf est tellement contraint que finalement, ça peut s'apparenter à l'arrière. C'est un cas. Bien sûr, les opérations, on n'est pas dans ces contraintes. Et en plus, on s'est engagé à ce que toutes nos terrasses elles soient paysagères, donc pas de locaux techniques là-haut. Tout à fait. C'est pour ça qu'on insiste lourdement sur chaque projet est vraiment unique. Il faut vraiment lister les contraintes, qu'elles soient techniques, programmatiques, administratives. C'est quelque chose. Ce sont des données d'entrée qui sont fondamentales. Je vous remercie. Alors, Claude et Jean, vous avez également évoqué une idée, un concept qui est celui de la flexibilité programmatique du projet. Donc, on a bien compris que vous aviez beaucoup investi dans la conception et dans la matière grise dans ce projet. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette notion de flexibilité programmatique? Alors, je vais répondre à cette question et je vais déjà répondre de façon générale. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a cette volonté de réduire au maximum l'empreinte carbone de nos bâtiments et donc on étudie toutes les solutions possibles. Et bien évidemment, dans les solutions, il y a la réversibilité des immeubles. Donc maintenant, l'idée, c'est quand on va concevoir un immeuble, c'est aussi faire en sorte qu'il soit facilement transformable et que si on est amené
à changer d'usage, ça peut se faire de façon la plus simple possible. Et donc ça c'est vraiment une volonté actuelle. Pour autant, quand on a conçu l'immeuble de Terne, c'est il y a presque 5 ans maintenant, il n'y avait pas cette volonté-là. Et l'usage du bois, il n'était pas forcément dans sa facilité à pouvoir être transformable. C'est sûr que c'est une des données de la construction bois. C'était avant tout parce qu'il y avait un sujet de bilan carbone et également, surtout, donc le bâtiment il est posé au-dessus du périphérique sur un ouvrage de franchissement. Donc on a choisi le bois aussi pour son poids par rapport à du béton. Oui. Simplement pour faire un changement d'usage. C'était pas la volonté à l'époque. Très bien. Alors ensuite, dans le chat, on avait 2 questions de Frédéric. Je ne vois pas votre nom, donc je me contenterai du prénom. 2 questions. Est-ce que vous voulez les poser oralement ? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors, vous parliez au début du scénario de référence. Ma question, c'est basé sur le ART 2012? Oui, c'est les usages ART 2012, tout à fait. Et comme la suite, on a travaillé sur les usages RT 2012, donc on n'a pas pris en compte le process informatique, si c'est la suite de la question. Très bien. Et ensuite, la deuxième question, c'était en cas de mutation des biens, comment les installations communes sont-elles gérées pour ne pas qu'un nouveau preneur les refuse ou soit à même de le faire? Eh ben, ça, c'est clairement une des questions qu'on n'a pas encore traitées et qui sera traitée par la suite via tout le travail juridique qu'on va devoir mener. Alors, je peux peut-être apporter un petit éclairage. Oui. Effectivement, le principe en droit français, c'est que les contrats ne lient que ceux qui le font. Et que donc, quand il y a une mutation, c'est-à-dire soit un nouveau propriétaire, soit un nouveau locataire, eh bien, le nouveau, il n'est pas tenu par le contrat que l'ancien a conclu. Alors ça, c'est la règle de base qui nuit à des engagements sur une longue durée tels que ceux que la ville durable met en général en place. Alors, on a quelques outils juridiques aujourd'hui qui permettent de faire face à cette situation-là, et on a ce qu'on appelle des outils réels au sens par différence avec des outils personnels, c'est-à-dire qu'ils sont incorporés dans la chose, dans le bien, dans l'immeuble. Dès qu'on se met à parler avec du latin, puisque ça vient du latin directement, reste c'est la chose en latin, c'est qu'on a une difficulté à régler. Donc on peut utiliser des structures, comme par exemple les associations syndicales de propriétaires, les ASN ou les AFUL, qui ont comme caractéristique que si c'est elles qui contractez, quand vous acquérez un lot, que vous le vouliez ou non, vous devenez membre de cette structure, et donc de fait, la structure ne changeant pas, le contrat ne change pas, et vous vous retrouvez indirectement lié, directement lié à la structure et donc indirectement au contrat. C'est une des réponses aujourd'hui dans les véhicules juridiques qui existent, qui a le défaut de complexifier un peu le montage parce qu'on empile une nouvelle structure juridique dans un quartier dans laquelle il peut y avoir la foncière qui détient les bureaux, le syndicat de copropriété et le commerçant indépendant. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est une solution possible qui peut être tout à fait envisagée. Alors oui, ça entraîne une troisième question, excusez-moi, si je peux me permettre. Bien sûr. Quand on raisonne à l'échelle d'un quartier comme BNP Paribas en promotion, l'échelle du quartier, ce n'est que l'emprise de leur immeuble. Maintenant, quand on raisonne à l'échelle du quartier pour de la rénovation, le modèle, est-ce que c'est pas l'association de quartier, des propriétaires d'un quartier qui pourrait prendre le pas sur tout ça pour créer les réseaux smart grid des quartiers en matière de rénovation, s'alliant bien évidemment avec les zones neuves qui sont créées dans ces quartiers? Je ne sais pas si la question se posait à nous. En tout cas, l'idée, c'est que on est dans un cas particulier, il reste deux immeubles qui ne sont pas d'une grande surface, mais on est par exemple
un quartier où là, il y a 7-8 immeubles de logement, 4-5 immeubles de bureaux, et là, le microgrid va être beaucoup plus pertinent. Après, on a déjà du mal, nous, promoteurs, à travailler sur notre propre quartier. Là, M. Ortega est peut-être sûrement plus apte à répondre sur le fait d'aller chercher d'autres acteurs pour les intégrer dans un quartier. Ça, c'est un autre sujet. Ouais, si je peux me permettre d'intervenir, pour répondre à la deuxième question de monsieur là, juste avant, sur le transfert de contrat. Nous, la plupart du temps, et d'ailleurs, monsieur Coveau, on pourra regarder le contrat qu'on va avoir avec BNP sur Noisy, sur l'écoquartier, on va signer avec le promoteur qui l'intégrera dans son projet, dans le projet de vente et dans les actes notariés. Et donc, l'acheteur sera au courant, quand il va acheter, du coût de l'énergie et de l'installation, ainsi que de la durée du contrat qui va sur ces installations-là. Nous, en moyenne, sur un écoquartier, on est entre 10 et 30 ans quand on fait de la géothermie. On a un projet de géothermie pour pouvoir supporter les investissements qui peuvent être très lourds. Voilà, on a un quartier, Clamart, c'est 23 ans de contrat pour supporter 4 millions d'investissements. Donc ça, c'est la première chose. Donc tout le monde est au courant et on va signer avec le promoteur qui, lui, va le transférer lors de la première AG à l'ASL, comme le disait M. Ortega. Il sera transféré. Deuxième partie, la partie de raccorder de l'existant. Ça pose un souci quand vous parlez d'un quartier existant, qui est celui pour la plupart du temps, de la délégation de services publics. De savoir, est-ce que moi j'ai le droit de passer sous voirie, est-ce que j'ai le droit, et là on est sur une autre réglementation, donc une extension de quartier, alors pour le coup, je vous parle de projet BNP, on en parle avec les chefs de projet BNP, il y a des lots qui vont se construire à côté, donc on réfléchit d'ores et déjà à surdimensionner les tuyaux pour pouvoir raccorder, si BNP achète d'autres lots à côté, pouvoir raccorder les bâtiments qui vont venir, et c'est intelligent. On le fait là avec FH, pareil à Clamart, où on a surdimensionné nos réseaux pour prévoir à terme, mais raccorder des immeubles qui sont totalement indépendants et qui n'ont pas de support juridique cohérent, c'est très complexe et ça doit passer par la délégation du service public. Très bien, merci Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la première séquence sur le projet Terne ou non? Et s'il n'y en a pas, on peut passer aux questions relatives à la deuxième. Alors, je vous propose qu'on ouvre les questions adressées à Mathieu, qui avait la parole et donc qui va la garder prochainement. Moi j'entends souvent dire que quand on fait de la ville durable, alors que ce soit en neuf ou en rénovation, le risque est qu'on crée des quartiers qui sont en autonomie, alors notamment énergétique, parce que c'est notre sujet du jour, mais pas seulement, et qui donc se coupent du tissu urbain dans lequel ils s'insèrent. Et par exemple, en matière électrique, la Commission de régulation de l'énergie parle souvent de plaques électriques autonomes qu'elle ne veut pas voir fleurir sur le territoire, parce que ça serait une espèce de séparatisme énergétique d'un quartier à l'autre. Et donc moi, j'ai été très intéressé, Mathieu, par ce que vous avez dit, dans l'articulation du projet entre le réseau public et le quartier dont vous parlez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la complémentarité qu'il existe entre ces deux approches? Votre micro est coupé. Oui. Alors, déjà, ça me permet de rebondir sur ce qu'on vient de dire juste avant. Pour pouvoir réaliser le projet on l'a fait avec la CPCU, qui est le délégataire de services publics sur la ville de Paris. C'est celui qui a le droit de passer les réseaux. Et c'est pour ça qu'on a pu se raccorder et leur fournir de l'énergie. Après, les plaques isolées, quand on parle de chaleur, aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux de chaleur qui existent, mais même dans Paris, et on le voit avec ce projet-là, il y a des points qui ne sont pas raccordés. En l'occurrence, là, ce bout du boulevard Suchet est à 1 km du réseau vapeur le plus proche. Donc, on a aussi en ville ou dans certains endroits, des endroits qui sont en déshérence énergétique, mais en tout cas qui n'ont pas accès au gros réseau. Donc, c'est une solution qui doit être construite et qui permet d'aller mutualiser des moyens de production et de rénover la production énergétique, quoi. Après,
voilà ce que je peux ajouter là-dessus. Très bien, merci. Alors, autre question de ma part, vous avez présenté un projet avec de l'utilisation de biomasse boulevard Suchet, donc on est en pleine ville. On fait comment pour organiser de la biomasse en pleine ville? Où est-ce qu'on la trouve? Comment est-ce qu'on la mine? Comment est-ce qu'on la stocke? Est-ce que c'est facile d'organiser un flux de production d'énergie, de chaleur à partir de la biomasse en plein milieu de Paris 16e? Enfin, c'est pas en plein milieu, c'est au bord de Paris 16e, mais quand même. Alors, il y a deux questions là-dedans. Sur les projets de rénovation, et les infrastructures qui étaient habituées à recevoir, à se faire livrer en fuel notamment, on n'a pas de changement, de grandes modifications en termes d'infrastructure. Quand il y avait un camion qui venait livrer du fuel, on peut avoir ce même camion, entre guillemets, qui va venir livrer du granulé, du pellet ou du granulé. Donc, c'est des camions qui vont souffler avec un tube qui vont se raccorder au même endroit. Effectivement, la biomasse, en revanche, elle est pas, on peut pas en mettre partout, parce que on a des endroits où les infrastructures routières ne vont pas permettre de pouvoir facilement livrer. Donc, chaque projet s'étudie, mais dans Paris, on peut le faire, tous les grands axes, on peut le faire, et on a pas mal de gros sites où on va le prévoir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille souvent en amont avec les aménageurs ou avec les promoteurs pour pouvoir prévoir la desserte de la chaufferie et l'emplacement pour stationner le camion. Mais c'est faisable. Après, il y a des projets sur lesquels on n'ira pas parce que c'est trop complexe en termes de livraison. Le bois, aujourd'hui, sur la plupart des concours qu'on travaille, sur lesquels on répond, on a une obligation de bois local. À savoir que le granulé, il n'y a pas de producteur de granulé en Ile-de-France, donc il vient soit de Reims, soit de Lille, soit de Pithiviers. Enfin, on a des producteurs qui sont situés à proximité quand on parle de granulé. En revanche, dès qu'on va travailler sur des combustibles moins travaillés, comme par exemple la plaquette forestière, et ben là, on va pouvoir monter des partenariats hyper locaux. Si on prend le projet BNP, on s'est rapproché de la ville pour pouvoir avoir un casier à disposition avec tout ce qui va être bois d'élagage de la ville. Sur Clamart, on aura aussi du bois d'élagage, et j'ai même un projet encore plus circulaire qui tourne dans l'Aisne, où on a contractualisé avec des agriculteurs qui, sur des friches, cultivent du miscanthus, qui est une espèce de roseau bambou, une plante énergétique qu'ils cultivent, qui nous livrent pour la chaufferie, et ils récupèrent les cendres pour les remettre en épandage. Et donc, on a des agriculteurs qui fournissent du combustible sur la commune sur laquelle ils résident. Donc, on a tout se fait sur 5 km et les déchets sont remis en épandage. Les cendres sont remis en épandage sur cette même commune. Donc, on peut faire des projets vraiment ultra locaux, et ce qui implique aussi, en plus de cette circularité et indépendance énergétique, tout ce qui est, dans les thématiques d'économie circulaire, il y a à la fois la ressource en énergie, mais il y a aussi la ressource humaine, et qui implique que les emplois pour produire et pour traiter ces déchets seront aussi de manière très très locale, parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Très bien, merci. Une question dans le chat d'Antoine Cellier. Oui, bonjour, Antoine Cellier. Moi, j'avais une question par rapport à la qualité de l'air, puisqu'on sait que sur Paris, il y a des ambitions sur la qualité de l'air, et que les chaufferies bois, souvent, sont plus ou moins remises en question quant au rejet de la combustion et des taux de particules. Comment vous avez géré cet aspect? Enfin, aussi, c'est posé. Voilà. Merci. Je vous en prie. Alors, sur Paris, on a différents types d'installations, si les installations au granulé ont un très beau taux de combustion et émettent très peu de particules, mais dès qu'on va avoir des installations plus capacitaires, là on a la mise en place de gros filtres qui permettent d'éliminer une grande partie des particules fines.
Voilà, donc on a des installations qui sont relativement propres et on se doit de respecter le plan de protection de l'atmosphère. On a souvent un amalgame qui se fait avec la ville de Paris avait interdit les feux de cheminée en appartement. Pourquoi vous allez mettre une chaufferie pour chauffer 500 appartements, quoi. Donc, on pourra joindre les rapports de l'ADEME sur la différence entre un foyer ouvert et une chaufferie biomasse, où à puissance équivalente, une cheminée produit 100 fois plus de particules fines qu'une combustion réalisée en chaufferie biomasse, quoi. Tout à l'heure, à ma première question, vous avez dit, en fait, le passage à la biomasse ne pose pas de difficultés logistiques particulières. Là où il y avait un camion de fuel, il y a un camion de biomasse. Et puis la chaufferie, le local, il est déjà là. J'aimerais quand même creuser un peu cette question qui, moi, ne m'est pas parue si simple. Dans les chaufferies biomasse sur lesquelles j'ai pu travailler, bon, d'abord, je vois bien qu'il y a quand même une noria de camions qui est considérablement plus importante que le camion citerne qui vient livrer du fuel. Et puis surtout, la biomasse, il faut la stocker. C'est-à-dire qu'en général, on essaye d'avoir plusieurs jours d'avance pour ne pas se retrouver bloqué si jamais, pour une raison ou pour une autre, une livraison n'arrivait pas en flux tendu. Comment est-ce qu'on stocke et on gère le flux de camions si jamais, effectivement, il est plus important que celui du fuel précédent? Alors effectivement, la densité énergétique de la biomasse, alors si on parle dans Paris, ça va souvent être du granulé, c'est 2 fois moins dense énergétiquement que le fuel, grosso modo. Donc il faudra, à volume équivalent, 2 fois plus de livraison. Comment on dimensionne nos silos pour le granulé? Le silo va être dimensionné afin de pouvoir recevoir grosso modo 1,5 camion. Ça ne sert à rien de stocker plus, l'espace vaut cher et encore plus à Paris. Donc on va dimensionner, voilà, et puis derrière nous, toutes nos chaufferies sont monitorées, on sait quelles sont les consommations et combien il reste de granulés dans le silo pour pouvoir lancer les approvisionnements de sorte qu'il n'y ait pas de rupture de service. Voilà. Très bien. Pas de souci à ce niveau-là. Après, effectivement, ça peut faire Alors, quand vous travaillez sur des très très grosses chaufferies à l'échelle plutôt de la ville, effectivement, là, vous allez avoir plusieurs camions par jour. Je prends l'exemple de Clamart, là, notre projet qui chauffera 1200 logements. Au max, on aura un camion tous les 4 jours en plein hiver. C'est ce qui est prévu en plein hiver, c'est un camion tous les 4 jours. Donc on n'est pas non plus à... Et c'est un camion qui verse en 30 minutes en journée. Voilà. Mais c'est une très très grosse chaufferie à l'échelle c'est une grosse chaufferie à l'échelle d'un quartier en ville, donc c'est le max qu'on puisse avoir. Sinon, sur des plus petits ensembles, quand on parle j'ai pas mal de projets là d'une centaine de logements, on a une livraison par mois en moyenne qui va durer 40 minutes. Donc ça reste vivable pour l'usager, c'est pas non plus un balai incessant. Oui, très bien. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur cette présentation? Pas de repentir. Je vous propose de passer à la séance de questions sur le troisième thème, l'Orient agglomération. Alors, plusieurs questions pour commencer. Laurent, est-ce que vous pouvez nous dire de quels déchets il s'agit? Est-ce qu'on est purement sur les ordures ménagères ou bien aussi sur du déchet vert? Enfin, voilà, quels sont les déchets que vous traitez? Alors, il y a eu plusieurs étapes finalement dans le cadre de notre politique de valorisation des déchets ménagers sur l'Orient agglomération. Donc, ce ne sont que des déchets ménagers, c'est-à-dire c'est que des déchets issus de la collecte en camion poubelle dans les rues. C'est vrai qu'on a pu y mettre dans les années 90 un peu tout, hein, puisqu'à l'époque le tri était très peu développé. Aujourd'hui, par contre, il ne s'agit effectivement que de tout ce qui ne peut pas être traité. Donc, il n'y a pas de déchets verts non plus, hein, puisqu'il y a dans les déchetteries une collecte des tontes, par exemple, ou des tailles de haies, etc. Donc, ça ne peut pas être mis dans les poubelles individuelles. On a une collecte du flux organique séparative, c'est-à-dire qu'on a une poubelle verte, une poubelle bleue, donc tout ce qu'on ne peut pas valoriser, et puis une poubelle jaune où on met tout ce qui est plastique, carton, etc., quoi. Donc,
aujourd'hui n'arrivent dans notre centre de stockage de déchets ménagers et qui sont enfouis que la poubelle résiduelle. Par contre, auparavant, effectivement, on a pu, dans les années 90 en particulier, enfouir de l'ordure ménagère brute où, par moment, il devait effectivement aussi avoir un peu de végétaux, quoi. D'accord. Alors, ma seconde question a trait à la gestion courante de l'exploitation. Moi, j'ai compris des déchets et notamment du biogaz, mais j'ai bien compris que ce n'était pas la même technique que vous utilisiez par la distillation cryogénique. Vous nous en direz peut-être un mot. Moi, j'ai compris quand même qu'avec le biogaz, il y avait une difficulté de pilotage assez forte liée à la variation de la qualité des déchets d'un jour sur l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même chose qui arrive tous les jours et que du coup, le gaz issu de la décomposition des déchets était lui-même d'une composition, d'une quantité extrêmement variable, ce qui posait des problèmes de réglage. Alors, ce qu'on voit le plus quand on habite à proximité, c'est l'odeur. On ne la voit pas, mais on la sent. Parce que si le réglage n'est pas optimisé, ben, évidemment, ça se traduit notamment par ça. Dans votre projet, votre installation, compte tenu de la technique utilisée, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile et est-ce qu'on arrive à piloter facilement la qualité des déchets qui sont mis en exploitation? Alors, oui, la question est très, très pertinente. Oui, effectivement, donc on ne maîtrise pas forcément la qualité du tri individuel dans chaque foyer de l'agglomération. Donc, ce qui arrive de notre usine de traitement et qui est enfoui sur Kermat a une composition très variable en qualité et en quantité. Donc, c'est vrai que l'intérêt de la technologie développée par Waga permet en particulier d'accepter un gaz alors en débit et en spécification quand même, qui permet de grandes variations sur l'ensemble des paramètres physico-chimiques et de débit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de passer dans la machine, c'est un peu comme une chaudière gaz à condensation, en fait, la machine est en capacité de moduler énormément en temps réel. Donc c'est un des gros intérêts, effectivement, de cette technologie-là aussi, puisque nous, à l'entrée, en termes de paramètres physico-chimiques et de débit, on peut avoir quand même des variations assez sensibles dans la journée, dans la semaine. Et on s'est aperçu aussi, puisqu'en fait, avant, dans les centres d'enfouissement, on mesurait le débit de gaz à la torchère, mais c'était le débitmètre de la torchère, en fait. Donc, c'était un débitmètre assez rustique, on va dire. Aujourd'hui, on a un débitmètre TGAP, puisqu'on a un débitmètre plombé pour l'abattement fiscal lié à la taxe sur les activités polluantes liées à l'enfouissement de la tonne. Et là, on perçoit effectivement un électrocardiogramme de débit qui est quand même très variable. Et la machine est capable de s'y adapter. Et dernier point par rapport à ça, elle est entièrement pilotée à distance. C'est-à-dire que les équipes de Waga sont à Grenoble. Il y a un technicien volant dans la région ouest, mais on va dire que 90% des interventions se font depuis leur salle de contrôle en supervision et en télésupervision depuis Grenoble. Donc, mais c'est effectivement l'intérêt de la machine. Elle peut s'adapter à cette variabilité quasi permanente et qui est très caractéristique des centres d'enfouissement, effectivement. Alors, autre question sur l'acceptabilité sociale de ce type d'équipement. On connaît tous le syndrome Not in my backyard, c'est-à-dire que c'est une installation vertueuse, mais personne ne la veut à proximité. Comment ça s'est passé pour vous? Oui, bien. C'est vrai que l'acceptabilité, nous on appelle ça des projets Puma aussi, projets utiles, mais ailleurs. C'est vrai qu'on est tous confrontés à ce type de projet. Et à l'acceptabilité. Alors, ce qui pose plus question, c'est l'acceptabilité du site en lui-même. Même s'il est relativement ancien, vous évoquiez les problématiques d'odeur, il y a des vrais débats, en particulier sur la durée d'exploitation résiduelle de ce site-là. Donc, l'acceptabilité repose là-dessus. Par contre, effectivement, pour ce qui nous concerne, l'installation de la machine n'a suscité aucun recours et au contraire finalement une adhésion de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit la commune qui reçoit les déchets où le site est situé et que ce soit les riverains à proximité. Donc
on a eu, pour le coup, là, aucun problème d'acceptabilité, voire même une adhésion, puisque finalement, d'un site un petit peu qui avait une image pas très, un peu problématique par rapport à la problématique des déchets, finalement, on a redoré un peu son image. Et en termes de procédure administrative, c'était aussi assez léger. À partir du moment où on est déjà sur une installation classée au sens de la réglementation ICPE. Donc, on va dire que ça s'est bien passé. Et, on a attendu le délai de recours des tiers, mais on n'a rien vu venir et on était très contents. Donc, plutôt, ça a redonné une image positive au site avec les panneaux photovoltaïques également, les moutons. Tout ça contribue effectivement à améliorer cette acceptabilité. Est-ce qu'il existe en France des projets équivalents, des installations équivalentes à la vôtre? Et s'il n'y en a pas particulièrement, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus à votre avis? Alors, on est la numéro 7, donc il y en a eu 6 autres avant nous, il y en a eu d'autres après nous. C'est vrai que j'ai plus en mémoire le nombre de centres d'enfouissement de déchets ménagers, mais il y en a quand même un certain nombre. C'est vrai que la technologie, elle est aussi assez récente, mais il y a d'autres sites où effectivement ces installations-là sont aussi développées. On reçoit pas mal de gros opérateurs des déchets, comme Veolia ou Suez, qui viennent visiter nos installations. Nous, on en a eu une autre qu'on a contribué aussi lors de nos visites à faire valoir finalement sur un autre site d'enfouissement dans le département du Morbihan. Il y a une autre Wagabox aussi. Il y a des Wagabox dans l'est de la France, donc c'est un procédé qui commence à se développer. Et l'intérêt aussi de l'entreprise Waga, c'était d'aller le développer à l'étranger, et en particulier au Canada et aux États-Unis, où les centres d'enfouissement sont à la dimension des pays qu'on vient de citer et où les enjeux là sont beaucoup plus importants. Donc, c'est aussi une technologie qui, a priori, avait vocation à s'exporter, puisque des centres d'enfouissement, il en existe aussi en dehors de nos frontières, finalement. Très bien, merci Laurent. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? S'il n'y en a pas, je voudrais dire le premier mot de la fin. Il y aura un deuxième mot de la fin par Véronique juste après. Un premier mot pour remercier les intervenants et les 4 intervenants qui ont présenté ces projets. Vous dire que ces projets, ils sont tout à fait illustratifs de ce que font les Green Solution Awards, c'est-à-dire qu'on est dans les solutions. On n'est pas dans de la présentation théorique de quelque chose qui pourrait un jour exister, mais on est dans ce qui se fait et ce qui est là. Donc, ça permet de voir que cela existe. On a traité aujourd'hui un grid sur du neuf, avec un projet aux contraintes immobilières très fortes, un projet avec de la biomasse en pleine ville, là aussi avec quelque chose qui est un peu contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on ne pense pas que ce soit facile à faire dans Paris. Et enfin, un projet qui va au-delà de l'économie circulaire, parce qu'il transforme les déchets en ressources. Donc, c'est, me semble-t-il, très intéressant. Merci à vous 4 de cette présentation. Merci à tous ceux qui ont participé au séminaire, au travers des questions ou même au travers de leur silence intéressé, je le sais. Véronique, si tu veux bien clore la séquence. Merci beaucoup Olivier pour avoir animé cette session, et puis merci à tous les intervenants pour vos exposés vraiment intéressants. Comme tu le disais Olivier, ça vous donne un petit aperçu de toute la richesse qu'il y a dans les projets présentés au Green Solutions Awards, et ça c'est notre mission à Construction 21, c'est de montrer ce que vous faites vous, professionnels pionniers, pour inspirer le reste de la profession, et on espère que ça va permettre de faire évoluer rapidement la profession vers beaucoup plus d'exigences en matière de consommation d'énergie, de carbone, etc. Donc cette conférence a été filmée, elle sera disponible sur Construction 21 en replay, de même que sont déjà disponibles en replay d'autres sessions Green Solutions que nous avons organisées avant l'été. Il y en aura une autre qui sera prévue en début d'année prochaine, en début 2021, et puis un petit peu au fil du temps. Et puis je vous invite, si vous avez vous-même réalisé des projets exemplaires, à les présenter à nos Green Solutions Awards. Vous serez peut-être parmi les prochains intervenants, on peut mettre peut-être parmi les gagnants de notre concours dans les prochains mois. Donc la clôture des candidatures se fait le 15 mars. Je vous remercie tous. Je vous donne rendez-vous sur Construction 21 pour plus d'informations sur tous ces projets. Et puis, nous mettrons également en ligne les présentations des intervenants. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci pour votre écoute.